Bonjour tout le monde, bienvenue à ce deuxième talk de l'après-midi. On est juste avant la pause café et on va passer quelques quarts d'heure ensemble pour parler des normes HTTP, donc de 1 à 3. On va voir pourquoi est-ce qu'on a eu besoin d'évoluer, qu'est-ce qu'on fait évoluer d'ailleurs et pourquoi on a eu besoin de le faire. On va voir comment ça se passe et on va regarder ce qui se passe un petit peu en dessous, au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ? Au début, petite introduction, on va laisser tout le monde s'installer avec son café, son gâteau. Ensuite, petit état des lieux, qu'est-ce qu'on a, parce que ça remonte à très très longtemps, on va pas faire tout un historique, sinon on va perdre environ 3 quarts d'heure, c'est beaucoup. Et on va commencer sur le 1.0, le 1.1, et après on verra tous les problèmes qu'il y a, toutes les solutions que ça avait un peu apporté le 1.1. Et derrière, on arrive sur une norme HTTP2, qui est là depuis 2012-2015. On va voir tout ce que ça a solutionné, on va aussi voir les problèmes que ça a, et ensuite HTTP3, donc même chose, qu'est-ce que ça a apporté, comment on a résolu nos problèmes. Ensuite, pareil, les nouveautés, les solutions et les problèmes. Puis HTTP4, non, on s'arrêtait là. Ça peut-être l'année prochaine ou l'année d'après. Pour le moment, on en est encore à déployer du 3 partout. On en reparlera tout à l'heure de où on en est, mais on verra un petit peu du coup toutes les nouveautés et les impacts sur moi en fait en tant que développeur, sur vous en tant que spécialiste front-end et back-end. Le 3, on en a déjà entendu parler, il y a souvent des gens qui font des confs dessus, plus qu'avant. Sur le 2, c'était passé un peu plus secrètement, on ne se préoccupait pas spécialement de ce qui se passait. Donc qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi la dinguerie ? Pourquoi on a une si grosse évolution entre le 2 et le 3 ? Là, pour ça, il faut regarder quelque chose, c'est un petit peu en dessous du protocole HTTP, justement. On va regarder le protocole de transport, et il se trouve que HTTP 1 et 2, ils sont basés sur TCP. Alors que à partir du 3, on a dit, hop, TCP, poubellisation, on fait que l'UDP. Mais ça fait 30 ans qu'on en fait, il y a sans doute une bonne raison. Qu'est-ce qui était si bloquant dans TCP qui nous pousse à l'enlever et à passer à l'UDP ? Très bonne question, merci de la poser. La subtilité est très simple et très importante. Il s'agit on ne s'est pas présenté. Bonjour à tous, moi c'est Alexis Delel. Je travaille chez Max Digital Service. On est au stand juste en face avec le néon MaxDS, donc n'hésitez pas à venir nous parler. Et ça fait environ 2 ans que je suis en mission chez HelloWork, de hellowork.com. Pile 2 ans, puisque c'était juste après mon talk sur Rust il y a 2 ans. Et voilà, n'hésitez pas à aller les voir aussi, il y a des peluches e-book à gagner. Il y a des plans partout. Mais j'ai dit TCP, UDP, ça fait quoi ? Alors on va pas le faire en entier, on va pas lire toute la RFC ensemble, parce qu'on en a pour 3h30, et on n'a pas trop le temps. Mais qu'est-ce que ça fait de TCP et UDP ? On va d'abord se focaliser sur TCP. On va pas tout voir, mais il y a 2 choses principales à voir. C'est que, 1, tous les paquets TCP qu'on envoie, TCP garantit qu'ils soient reçus. Il n'y en a pas qui se perdent dans la nature, et s'ils se perdent dans la nature, on les renvoie. Et ils sont tous reçus dans l'ordre. Et ça, c'est un impact important. C'est que, ça on le reverra plus tard cet exemple, mais si j'envoie 2 requêtes et que je récupère plusieurs réponses, donc ça c'est du HTTP2, mais on verra le détail. Le problème c'est que si j'ai un paquet qui se perd, en fait les paquets que je reçois après, je les reçois quand même, mais je vois qu'il m'en manque un, donc je les mets de côté, et je les traite pas. Et du coup on a une grosse latence directement, donc on verra tous les impacts que ça a. Autre chose de très important sur TCP, c'est comment on se dit bonjour. Comment est-ce qu'on commence à communiquer ? On a ce qu'on appelle un three-way handshake, qui est globalement, on envoie un signal qui s'appelle SYN, le SYN. Le serveur le reçoit, il nous envoie un petit accusé de réception en mode OK, je l'ai. Il nous renvoie un SYN et on dit OK, c'est bon, je l'ai. Donc à peu près n'importe quel appel sur Teams, Skype ou autre, c'est bon, là tu m'entends ? Ouais, toi tu m'entends ? Oui, très bien. Et là on peut partir. Et là on commence à donner de la donnée. Mais pas vraiment. Ça marchait il y a très très longtemps. Aujourd'hui, il y a des grandes chances que vous fassiez du HTTPS et qu'il y ait une petite couche en plus avec TLS. Qu'est-ce que ça rajoute en plus ? Ce que ça rajoute en plus, c'est un autre three-way handshake. Bon, on essaie de les mixer un petit peu pour gagner du temps, mais quand nous on renvoie l'accusé au serveur comme qu'on arrive bien à communiquer avec lui, on commence en même temps ce qui s'appelle le client Hello, comment est-ce qu'on fait pour parler de façon sécurisée et chiffrée ? Pareil, ça se passe en plusieurs étapes. On va dire, pour s'authentifier, il va nous falloir un certificat avec un serveur d'authentification de certificat. On va décider du cypherspec, donc comment est-ce qu'on va chiffrer nos données. Une fois qu'on se met d'accord, on a quand même pas mal d'allers-retours. Et seulement là, je peux commencer à envoyer de la donnée.
Sur un serveur qui est pas très loin, où on fait un aller-retour, un aller en 28 secondes, 28 millisecondes, et plus le retour 56 millisecondes, et ben juste tous ces échanges, on est déjà à 168 millisecondes avant de commencer à avoir de la donnée. Et ça, on le fait à chaque fois. Et on le fait à chaque fois qu'on envoie une requête en HTTP 1.0. Donc ça, forcément, si on prend 230 millisecondes dans la vue, dès qu'il me faut le HTML, dès qu'il me faut le CSS, le JS, et chaque image, on en a pour 4 jours. Donc comment est-ce qu'on minimise l'impact de ça En 1.0, donc en 0.9, on refait ça à chaque fois. En 1.0, on ajoute du type live pour dire bon, essaie de te souvenir de moi un petit peu, je reviens tout de suite, je vais te redemander des trucs. Bon, très bien. La connexion reste désormais ouverte, c'est TCP qui gère pour savoir quand est-ce qu'on a toujours de l'activité ou pas. Problématique de ça, c'est que j'envoie une requête, et une fois que je l'ai envoyée, et ben en fait, tout ce que je fais, c'est attendre. Elle est dans le réseau, elle va arriver jusqu'au serveur, le serveur la traite, moi je fais toujours que attendre, et il m'envoie la réponse. Et jusqu'à ce qu'elle arrive, je peux rien faire. Et une fois que je la traite en entier, je fais il faut que je demande trois autres choses, 3 autres ressources. Et du coup, à chaque fois, je refais ça. Donc je vais me re-ennuyer 3 fois d'affilée, et c'est très long. Comme cette phrase. Très très long. Donc, ce qu'on fait à partir du 1.1, on va se dire, on va être plus malin. Donc ça, c'est ce que je disais, il faut les rouvrir. Et on est du séquentiel ressource par ressource. Donc en 1.1, on ajoute du pipelining. On dit plutôt que de s'ennuyer un par un, on va s'ennuyer 6 fois d'affilée. Et on va ouvrir 6 connexions TCP. Enfin, d'après la RFC, c'est entre 5 et 8. Globalement, il y a eu des accords qui sont faits. On est plus sur du 6. À l'époque où c'est mis en place. Aujourd'hui, c'est 2 maximum. Mais ça, c'est selon les RFC, donc les gens font ce qu'ils veulent. Ça, c'est important aussi à noter. Pourquoi on se limite à 5, 8 ? Pourquoi on n'ouvre pas directement 400 ? Parce qu'ouvrir 400, rien qu'une quinzaine de connexions TCP avec un serveur, fois le nombre de gens qu'il y a au Brestcamp aujourd'hui, qui vont tous sur brestcamp.org en HTTPS, ça commence à faire beaucoup de connexions. La problématique de ça, c'est qu'au moindre ralentissement, la stratégie c'est quoi ? C'est genre, ah oui, là je galère sur 1 ou 2 de mes flux TCP, j'en ajoute 2 autres, et je continue de prendre mes ressources. Et donc tout le monde se met à ajouter de plus en plus de flux TCP, et du coup le serveur, il commence à galérer de plus en plus. Donc grosse problématique. Quand on a beaucoup de ressources, on a ce qu'on appelle le head of line blocking. Je vais te demander des ressources, je vais avoir mes 6 files d'attente techniquement, et mes ressources, je vais les distribuer un peu aléatoirement. Enfin c'est pas aléatoire, mais on va passer l'algorithme, et on va les distribuer. Le problème de ça, vous ne pouvez pas savoir à l'avance laquelle des ressources va être la plus grosse, et va mettre le plus de temps à revenir. Surtout en cas de perte de trafic sur le réseau, ça peut être le bazar. Donc qu'est-ce qui se passe ? Imaginez que vous arrivez à votre cinéma préféré pour aller voir le nouveau Star Wars, et il y a 6 files d'attente. Et vous devez en choisir une. Et laquelle avance la plus vite ? C'est pas celle que vous avez choisie. Quoi qu'il arrive, déjà parce qu'une sur 6, c'est environ 16,76% de chance de choisir la plus rapide, mais vous allez toujours avoir ce problème de je suis coincé derrière personne âgée qui paye en petites pièces de 2 centimes. Donc comment est-ce qu'on gère ça ? Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas le gérer tout de suite ? Et à quoi ça ressemble ? Parce que j'en ai pas parlé. En HTTP 1, on est toujours sur du full text, à savoir que ce qu'on envoie, c'est littéralement donc la partie rouge, c'est notre header, donc HTTP, le petit nom, tout ça. La problématique de ça, c'est que comment on délimite entre le header et le body en HTTP 1 ? On revient à la ligne et on saute une ligne. C'est le seul moyen de savoir qu'on a fini le header et qu'on passe au body. Donc ça va pas être super pratique pour faire des trucs malins. Ça aussi amène pas mal de façons de faire des erreurs quand on lit un package, mais on fera ça. Donc là, dans l'idée, on a plusieurs choses. On a un petit JS et on a le CSS derrière. On voit que le header du CSS, il est envoyé dans le 2e paquet TCP, et qu'après, ce sera envoyé dans le 3e. Mais en tout cas, on est obligé de se faire tout le JS. Et si le JS est très très long, le CSS, on l'a dans 15 jours. Donc, pas très pratique. Ce qui serait plus malin, c'est de les mélanger un petit peu. De se dire, là j'ai une priorité, j'ai besoin de mon CSS, tant pis, on échange un petit peu. Là, la problématique du texte, du format texte, c'est que je peux pas vraiment mélanger lors des paquets. Parce que sinon, la lecture, ça va être un vrai bazar. Je vais avoir un bout de JS, un bout de header CSS, et après roll.js, et du coup, vu que ma seule façon de dire que c'est fini, c'est de passer à la ligne, c'est pas terrible. Donc comment on règle ça ? Là, d'après mes notes, je dois vous laisser réfléchir et boire de l'eau, donc je vous laisse faire. Il nous faut une solution. Donc globalement, dans le monde, on s'est dit il nous faut des experts. Surtout, on n'est pas allé chercher des gens, c'est des gens qui l'ont fait directement.
Il se trouve qu'on va chez Google. Google, ils ont un petit peu de trafic réseau, ils voient 2-3 requêtes passer, et du coup ils se disent bon, nous on a de quoi mettre en place des trucs et les tester facilement, donc on va faire quelque chose. Par contre, on va mettre en place un nouveau protocole, il nous faut une bonne idée, il nous faut un nom. Tout projet ça commence par un très bon nom. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on fait un afterwork chez Google, et on se dit bon allez, on prend des boissons qui donnent de l'inspiration, et on va trouver un truc. Mais nous, on va faire un truc qui va vite. On va faire un truc qui va vite, ça n'a pas pris très longtemps, et on dit ok, on l'appelle Speedy, parce que ça va vite en fait. Très bien, donc fin de journée, l'apéro est fini, enfin l'apéro est fini. La réunion est finie, on repart directement. Bravo Google. Là, il y en a un qui fait attends, mais Speedy, c'est le diagnostic et entretien complet de ma connexion réseau. En fait, ça va pas marcher, ça existe. Donc bon, on va avoir un problème avec les avocats. On fait ok, change, t'inquiète, j'ai la solution. Ça sera pas toujours Speedy parce que ça va vite. Par contre, on enlève les deux E et puis ça passe. Donc SPDY, donc qui se prononce Speedy, ça deviendra plus tard HTTP2. Mais pas tout de suite. C'est d'abord produit et testé chez Google, c'est eux qui le mettent en place, parce qu'ils ont un gros trafic et surtout leur serveur, au moins ça se teste facilement. Petite subtilité, c'est que c'est pas vraiment Google qui décide des nouvelles normes, c'est pas à eux de dire dans le monde entier on va faire ça comme ça, même si c'est eux qui testent. Ce sera plus tard normalisé, donc il y aura beaucoup d'étapes de changement, mais ce sera normalisé par l'IETF. L'IETF, c'est l'organisme qui s'occupe de faire toutes les normalisations de tous les protocoles de ce qui se passe sur Internet. Mais ça prend quelques années. Ça prend quelques années avant d'avoir un truc normalisé qui s'appelle HTTP2. Bon ok, on a un nom qui claque, par contre, ça suffit pas. Il va nous falloir des bonnes idées, des vraies idées. Ok, il manquait un truc. On a un problème. Avec ce format texte, c'est pas pratique, ça va pas vite, et on peut facilement faire des erreurs, donc on change, et on va reprendre un truc qui existe. Je sais pas si vous vous souvenez de vos cours sur les protocoles IP, puis TCP, UDP, mais tout est directement bien découpé, et on sait exactement ce qu'on va lire. Et ben ils se sont dit, bon, on va faire pareil, ce sera facile. Donc tout prend un format binaire, à savoir que quand je reçois mon HTTP2, tout est découpé en frames. Donc ce sera comme des paquets TCP, mais dedans il y a des frames, donc appartiennent à des streams, mais ça on verra ça plus tard. Et genre la longueur de mon payload, c'est sur 24 bits, on a les types, les flags, le stream identifier, voilà. Tout est bien rangé. Et ça nous sert à quoi? Ça sert à parser beaucoup plus vite. Une fois que je sais exactement combien fait mon payload, je peux allouer tout ça, tout récupérer, balancer ça à un autre process qui va le traiter, et je peux lire tous mes flux très rapidement. Ça va servir aussi à autre chose. Ça va servir à faire du multistream. Au début, on avait dit, on met plein de connexions TCP, on a pas mal de problèmes avec le head-of-line blocking. Pour ça, on fait, bon allez, ça c'est chiant, on va en refaire plus qu'une. Par contre, on fait qu'un flux TCP, mais dedans, on va multiplexer, on va faire plusieurs streams. Parce que l'avantage d'avoir tout bien découpé, c'est que on va pouvoir faire des trucs un peu plus malins sur le découpage, on va pouvoir envoyer plus de choses. Et on va pouvoir surtout multiplexer et envoyer plusieurs requêtes en même temps. On n'attend pas à chaque fois la réponse, on envoie. Maintenant on va streamer ça, on va récupérer tout au fur et à mesure. Comment ça se représente? Alors on va faire du multiplexage. Multiplexeur et démultiplexeur, vous prenez plein d'entrées, ça vous fait juste un seul flux et de l'autre il récupère tout en même temps. La mécanique est un peu compliquée, donc on va pas l'avoir là, ça mériterait presque un talk d'une heure tout seul. Mais à quoi ça ressemble? Schéma légèrement exagéré, mais qui montre que ça va quand même un peu plus vite. On s'occupe d'envoyer tout un peu en même temps, puisque c'est multiplexé, et après le serveur, lui, s'occupera de tout nous renvoyer un peu en même temps. Et en plus de ça, à la volée, on peut s'adapter. Selon la requête qu'on a, on peut dire, ah ok, on a un truc qui est pas prioritaire, donc les paquets, finalement, on va prendre un petit peu le temps. J'en envoie quand j'ai de la place, parce que j'ai pas fini de traiter le reste de la réponse. Par contre, dès que je peux, la ressource qui est prioritaire, je l'envoie au plus vite. Et donc, toutes les frames, elles sont découpées. Elles n'ont pas besoin d'arriver dans le bon ordre, enfin dans le même stream, et ça permet d'avoir un petit peu de résilience. Autre chose, au passage, quitte à faire un truc qui va vite, on change un petit peu, et on va rajouter de la compression. On va rajouter de la compression pour les headers, parce qu'en fait, on envoie tout le temps la même chose, et est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire un truc plus malin? Et bien déjà, on commence par un petit dictionnaire statique, qui est de toute façon dispo dans tous les navigateurs par défaut, qui est déjà dans les serveurs. Ce dictionnaire statique, il regroupe quasiment tous les headers les plus courants. Je crois que c'est une table d'environ 60-62 lignes. Ça nous permet juste de référencer ça. Bon, très bien. Ensuite, il y a des choses qu'on passe très souvent, et c'est tout le temps la même chose. Des cookies, un JSON token,
ou autres, on a des choses qui prennent vite 250, 300 en octets. Et ben finalement, si on peut juste avoir une ref à ça, une petite ref de 1 ou 2 octets, et ben ça nous permet déjà d'éviter de balancer beaucoup de choses dans le header. Donc ça, c'est un truc de chez Cloudflare qui comparait un petit peu l'état des headers, et on voyait une grosse diminution avec la compression, grosse diminution de taille à la compression. Donc là, on teste. Parce qu'on a fait un truc qui va vite, il faut tester, il faut voir ce que ça donne. Et là, ça va vite. Et là, on est content. Chez Google, c'est festival, on va beaucoup plus vite, mais bon, pas partout, et surtout dans certains cas. Un cas qui marche très bien chez Google, c'est celui-là. C'est pas un exemple chez Google, mais c'est un exemple qu'on retrouve très vite quand on veut comparer HTTP 1 et 2. Alors, petite subtilité, c'est pas le chargement d'une image, c'est le chargement de 100 petits JPEG qui font une image en tout, mais c'est le cas d'usage le plus adapté à montrer à quel point HTTP2 va plus vite. Parce que plutôt que de se les manger 6 par 6, enfin prendre toutes les requêtes 6 par 6, prendre tous les JPEG 6 par 6, et ben en fait on peut tout multiplexer et gagner beaucoup de temps. À quoi ça ressemble dans mon navigateur? Si je regarde, je vois mes ressources arriver 6 par 6, bloquées, et en fait on a cette espèce de cascade où j'attends, je récupère mes trucs, et une fois que c'est fini, je passe à la suite. En HTTP2, ça ressemble quoi? On n'a plus vraiment cette cascade, tout est un petit peu en même temps, et ça permet de gagner quand même pas mal de temps, donc finalement on est très content. Et là ça va vite, et du coup en fait tout est réglé, les internets sont sauvés, on va gagner de la place sur tout, et on va charger nos petits sites web super vite. Jusqu'à ce que quoi? Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Tout se passe bien, on envoie plein de trucs, et là... J'aurais dû claquer dans le micro, ça aurait plus d'impact. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, on arrive sur les problemos. On a un gros problème, c'est que à un moment, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on a perdu des paquets. Des paquets TCP, on en a perdu 1, 2, 3, 1000. C'est le réseau instable, le manque de chance. Et à ce moment-là, on a des perfs qui sont moins bonnes que HTTP1. Il suffit d'arriver sur 2% de paquets perdus, et d'après les tests Cloudflare, autant rester sur du 1.1, vous irez plus vite. Comment ça se fait du coup? Qu'est-ce qui s'est passé? On va reprendre, je vais beaucoup citer Cloudflare, mais c'est normal. On va reprendre un petit gif de chez eux. Je parlais d'envoyer plusieurs requêtes en même temps et de recevoir plusieurs réponses en même temps. Ça ressemble à ça. Et il suffit de juste perdre un paquet de l'une des réponses, et en fait, ça bloque tout. On fait du multistreaming, mais en fait, à l'échelle en dessous, en physique, c'est comme qu'un seul flux TCP. Et TCP, il nous dit, moi je m'en fiche, il me manque un paquet, ça peut venir de 12 streams, ça peut être 12 ressources différentes, moi je m'en fiche. Il me manque un truc, je touche à rien. Globalement, ça ressemble à quoi sur une application? Je sais pas s'il y en a qui avaient fait de la vidéo sous Skype à une époque, ou d'autres trucs un peu vieux sur le streaming vidéo. Typiquement, c'est vous recevez plein de données, il vous manque un paquet, et là, la personne freeze. La personne freeze. Vous recevez l'un des paquets qui vous manque pour une ou deux images, et il y a tout qui est envoyé en accéléré, et vous voyez la personne aller très très vite. Ce qui ne sert à rien sur la vidéo, ça n'a aucun intérêt, et c'est pour ça qu'ils ont arrêté de faire tout le flux comme ça. On peut zapper. À 25 images secondes, il vous manque une seconde ou deux, une image ou deux, c'est pas très grave. Donc à quoi ça ressemble les problèmes? On n'a plus exactement le head offline, on n'a plus de trucs un peu aléatoires, on peut prioriser nos ressources. Par contre, effectivement, c'est toujours le côté, si on perd un paquet, c'est la sauce. Donc là on voit, première ligne HTTP 1, on a parlé. Le 2, c'est, on a plusieurs ressources. À la première qui est bloquée, tant pis, on n'aura plus réglé les autres, mais on est bloqué totalement. Et il y a le spoiler de la 3. Bon, il nous faut une solution. On ne peut pas rester comme ça. Une vitesse aléatoire sur le réseau, c'est pas chouette. Et du coup, comment on va faire? D'après mes notes, c'est encore à vous le régler. Moi, je vais boire un peu d'eau. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour régler ça? Il y a un spoiler dans l'introduction du talk. Je pense qu'il va nous falloir une équipe de gassure. Hein. On va retourner chez des gens qui sont chauds. Et pour ce qui est de faire des protocoles qui va vite, eux, ils n'ont pas perdu la main. Donc, elle est un peu limite, mais je la garde. On en a parlé un peu avant, on s'est dit, allez, on garde. Donc, on retourne chez Google, on reprend de la boisson qui donne de l'inspiration, et on se dit, bon, ok, il nous faut un truc, on a fait un truc qui va vite, maintenant, il nous faut un truc rapide. On fait un truc rapide, voilà, on va l'appeler Quick. Parfait. Le mec qui fait, attends, mais Quick, c'est les sandwichs Star Wars. Je l'ai mis parce que vraiment c'est dans le thème, c'est parfait. Ils se sont dit non mais t'inquiète, on a vu que les avocats on enlève le K. Donc voilà, QUIC, ce sera le nouveau protocole fait par Google. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est une bonne question. Déjà, qu'est-ce qu'on veut résoudre comme problème?
Nos problèmes, c'est qu'en fait, dès qu'on perd un paquet, côté TCP, on est bloqué, on peut plus rien faire. Ok, bah du coup, on peut pas corriger TCP. Enfin, c'est pas corriger en plus, c'est pas une faute de TCP, c'est son comportement. Est-ce qu'on fait un TCP V2, V3, V12 ? C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué pourquoi parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est dans le kernel de toutes les machines de tout le monde. C'est dans vos téléphones, sur les machines, sur tous les routeurs du réseau. Ça veut dire que pouvoir commencer et tester, faut impacter des millions de machines. Ça va être très long. Ça va être très long à mettre en place et ça va être compliqué. Il y a des risques de régression qui sont très forts. Et ben c'est trop long. Et chez Google, on fait des trucs rapides qui vont vite, on n'a pas le temps de ça. Donc on a une autre idée. Il y a un autre truc qui est partout, qui est dans tous les ordinateurs, tous les téléphones portables et absolument tous les kernels du monde. Et ben c'est UDP. Et UDP, on n'a pas vraiment les mêmes contraintes. D'ailleurs, UDP, il n'y a pas vraiment de contraintes. Donc on va faire Quick sur UDP. Parce que UDP, on envoie des datagrammes, c'est le D de UDP, on envoie des datagrammes, et s'ils se perdent dans la nature, eh ben, c'est tant pis pour vous. S'ils sont pas dans l'ordre, moi, c'est pas mon problème. Il y a une vraie bonne raison à ça, c'est que normalement, dans le protocole UDP, pour aller d'un point A à B, le protocole veut qu'on va tester de passer par différents routeurs pour trouver la route la plus rapide et la plus sûre. Mais là, ça sert à rien. Donc, on n'a pas ces problèmes de gestion des paquets perdus. Cela dit, on va peut-être en avoir besoin quand même. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. Donc c'est pour ça qu'on fait une version majeure, on passe de 2 à 3. Un 2.2, c'est pas exactement ce qu'il fallait, il y a quand même énormément de changements. Alors ça ressemble à quoi au début, Quick ? Enfin, ça ressemble à quoi ? Pareil, avant de passer à HTTP3, ça a passé par quelques années, c'était normalisé qu'en 2022, il y a eu pas mal de RFC entre 2018 et 2022, enfin de draft de RFC, la RFC a été validée en 2022. On a plein de data oubliées. Donc à quoi ça ressemble ? Déjà, premier truc, on a le three-way uncheck toujours à faire, avec TCP plus TLS, mais cette fois on dit, bon, là on peut le refaire from scratch, on fait ce qu'on veut, et on a décidé d'interdire de ne pas avoir d'HTTPS. Si c'est du HTTP3, c'est forcément sécurisé. C'est presque le cas sur le 2, il y a une petite subtilité, c'est que d'après l'RFC, en HTTP2, vous n'êtes pas obligé de le faire, par contre, c'est supporté par aucun navigateur de ne pas avoir d'HTTPS en 2. Mais on avait ce SYN, SYNACT, plus la partie TLS. Maintenant, en Quick, ils se disent, on va faire tout en même temps. Je vais dire bonjour et je vais commencer directement. Donc on gagne déjà un petit aller-retour ou deux. C'est déjà chouette. L'autre idée, c'est quoi ? C'est qu'avant, on avait une seule connexion. C'est du multistream, mais on voit quand même qu'on est bloqué s'il manque quelqu'un. Là, avec Quick, c'est pareil, c'est une grosse connexion UDP. Par contre, on va pouvoir faire du multistream, et en plus vraiment en parallèle. Wait a second. Il y a un truc qui va pas là. On fait du multistream, donc qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va refaire le three-way uncheck pour chaque multistream ? Est-ce qu'à chaque fois qu'on se connecte, il va se passer ça ? C'est pas ouf parce qu'on va reprendre les problèmes du 1. Mais du coup, comment on fait si on perd un paquet ? Va falloir réimplémenter tout ce qu'il y a dans TCP finalement. Il va falloir dire que s'il me manque un paquet, faut quand même que je le récupère, donc faut que j'aille le chercher. Faut que je dise à l'autre que ça va pas, ok, et on fait plusieurs streams en parallèle. Du coup, ça ressemble quand même vachement à HTTP2. C'est quoi ? Est-ce que on est quand même passé de un seul flux, plusieurs, finalement que un, là on fait, non mais en fait on en refait plusieurs, bon. Qu'est-ce qui se passe vraiment ? Déjà en fait, premièrement, le handshake il se fait qu'une fois. C'est quand on ouvre la connexion UDP, c'est pas par stream, donc on fait que un three-way handshake. Déjà on est bien. On va pas le faire à chaque fois. En plus de ça, on peut même tomber à 0. Ça c'est sympa. Comment ça se fait ? C'est qu'on a forcé l'utilisation de TLS 1.3. Là où avant en 2, on pouvait encore du 1.2. Là le 1.3, on a le pre-shared key qui permet de reprendre une connexion précédente. En fait, quand je suis allé parler avec votre serveur, j'ai dit bonjour, on a déjà parlé des certificats et de la façon de chiffrer les messages. Donc si le matin je pars de chez moi, je laisse mon portable, voilà, je voulais mater des trucs débiles sur YouTube, le soir je repasse, en fait on peut reprendre comme si de rien n'était, il s'est passé une journée de travail, mais on peut recommuniquer comme si ça n'était rien passé. Je te dis pas bonjour et je te demande des trucs. Ce qui sonne pas ouf, mais en vrai c'est pas mal. Donc on le fait pas pour les prochaines connexions. En fait, c'est pas que sur la journée, c'est toutes les connexions qui sont toujours enregistrées dans votre navigateur, évidemment. Et en fait, vous refaites pas ça, ce qui fait que on recommence beaucoup plus vite à parler avec le serveur. Ok, donc très bien. Les streams, ils partagent un ID de connexion unique. Ok. Qu'est-ce que ça fait ? Enfin, tous ont le même ID de connexion.
pour ma connexion. Ça veut dire quoi? C'est un problème qu'on n'avait pas vraiment envie de résoudre en TCP à l'époque, parce que à l'époque les téléphones portables c'était comme une grosse machine, ça s'appelait un PC fixe, et on se déplaçait pas trop. Aujourd'hui, moi je suis sur mon réseau Wi-Fi, je suis chez moi le matin, je suis sur Spotify, je sors, je suis au travail, et je passe sur la 4G, et puis jusqu'au travail, en fait je passe par plusieurs antennes, j'arrive au travail, je reprends sur un autre réseau, et en fait je passe mon temps à changer de réseau. Du coup, comment on fait? Est-ce qu'à chaque fois on recommence? Est-ce que je change d'adresse IP? Est-ce qu'on recommence en entier pour tous les streams? Eh ben non, justement, ce Connection ID est là pour faire en sorte que ça change plus jamais. Qu'on change de réseau ou pas, les trames réseau c'est les mêmes et c'est transparent. Le fait de changer, c'est parfaitement transparent. Point positif. Du coup, la compression des headers qu'on a fait, on va pas pouvoir la garder exactement comme ça, puisqu'on a du multistream, ça va passer nos paquets, nos frames peuvent être sur un stream au début, un autre stream. Donc pour savoir quel header est déjà passé, on ne sait pas, on n'est pas sûr, c'est pas déterministe, et en plus de ça, c'est pareil, l'ordre d'arrivée est pas déterministe. Donc on peut pas trop l'utiliser, donc on va refaire autre chose qui va s'appeler QPack pour Quick Pack. Là où on avait HPack en HTTP2, l'idée c'est qu'on va ouvrir un stream supplémentaire, donc on a toujours notre dictionnaire statique. Par contre, pour la partie dynamique, on va les envoyer au fur et à mesure dans un autre stream, et on va faire un bon vieux je te l'envoie, tu me dis que c'est bon, tu l'as reçu, et dans ce cas, je peux l'utiliser. Mais du coup, ça marche bien quand même. À quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble la stack? À gauche, HTTP2. Normalement, le format classique, IP, TCP, TLS, HTTP2. Mais à droite, on voit un truc. On voit quand même que Quick, il mange un petit peu les autres couches. Mais c'était tout le but. Une fois qu'on a UDP, on ne gère pas ces trucs, et surtout, on veut le gérer à notre sauce. En plus de ça, non seulement on prend la partie transport avec Quick, on absorbe la partie TLS, et en plus de ça, côté HTTP, on va lui manger la partie stream multiplexing. Mais on continue de s'occuper de maintien de connexion, d'assurer la fiabilité. En fait, c'est Quick qui fait tout. Donc on dépend beaucoup d'un truc de Google, d'où l'idée de passer par l'UTF qui va tout normer, histoire que ça parte en live. Qu'est-ce que je disais? Je disais qu'on chiffrait aussi avec TLS, c'était inclus dans Quick. Et par contre, on chiffre beaucoup plus. On va aussi chiffrer la métadonnée. Là où avant, on chiffrait principalement que le payload. Aujourd'hui aussi, une partie dans le payload du DP, qui est une partie de Quick, avec les flags, le packet number, et pas mal de choses qui sont chiffrées. On voit une petite pause dans le chiffrage, c'est la partie Connection ID. Mais c'est mon Connection ID, c'est ce qui permet de m'identifier moi, c'est ce qui permet de savoir que je passe d'une IP à une autre. Du coup, comment ça se passe? Est-ce que n'importe qui prend mon Connection ID au passage et s'amuse à récupérer mes trucs? J'espère que non. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est lisible par n'importe qui. Par contre, en fait, dès que moi je vais changer d'adresse IP ou autre, il y a un change qui est fait par le serveur. Il me renvoie un payload avec peu importe, peu importe, point de vue communication. Moi je dois le déchiffrer avec tout ce qui échange de clés, tout ça. Moi je dois le déchiffrer et lui renvoyer la même chose, mais chiffré avec ma clé à moi. Ça permet que normalement un attaquant, s'il a que le connection ID et donc normalement pas certif, clé de chiffrement, tout ça, normalement il ne sera pas capable de renvoyer la même chose. Ça c'est pour cette partie sécurité là. Donc bon, connection ID c'est ok. Très bien, qu'est-ce qu'on voit? Pas un résumé, mais en gros, qu'est-ce que ça nous a apporté? Déjà, Quick, ça nous apporte un temps de connexion réduit, voire même annulé pour les connexions suivantes. C'est déjà un gros gain. Est-ce que je le mets maintenant ou après? Donc le head offline blocking de TCP, ça c'est fini, on en a parlé. Bonne chose de fait, parce que c'était quand même le plus gros ralentissement qu'on avait. On a une meilleure gestion de la perte de paquets, à savoir qu'aujourd'hui, on disait qu'on avait plusieurs streams de données. Aujourd'hui, quand on perd un paquet, ça affecte pas les autres streams, et en fait, même dans notre stream, en fait, ça impacte pas les autres ressources qui sont sur ce stream. Ça va impacter que ma ressource. Je perds un bout de mon point .js, il va falloir quand même que je le récupère pour pouvoir l'utiliser. Et ça, c'est normal, je vais rien y faire. Déjà, on est quand même beaucoup plus résilient. Donc ça, c'est chouette. Merci, Quick. Le changement de réseau transparent, c'est chouette, mais en vrai, aujourd'hui, avec les connexions qu'on a sur les téléphones et tout ce qui est portable, en vrai, on ne le voit pas vraiment. C'est déjà un peu transparent sur beaucoup de sites, finalement.
En général, de toute façon, tout ce que vous avez besoin de continuer à consulter, vous avez un buffer de déjà chargé et juste le temps de refaire le handshake, vous avez déjà repris votre connexion. Donc ça a sûrement des gros intérêts niveau réseau parce qu'on fait passer moins de choses. Après, point de vue utilisateur, l'impact n'est pas si grand. Et on est obligé d'avoir la partie TLS avec 1.3 plutôt que de soit pas en avoir, soit plus en avoir. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? HTTP3, c'est quoi la conclusion? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on met tout dessus? Est-ce que y a des trucs dessus déjà? Ou est-ce que c'est juste un truc dans les tiroirs? Je dis que la RFC a été validée, et en fait on y est déjà. Après les chiffres de Cloudflare, on a plus de 25% du trafic qui est dessus. On doit être approché des 30% d'ailleurs. Par contre, qu'est-ce qui va se passer? En HTTP 1, 2 et 3, en fait, on va être obligé de garder les trois en même temps, pendant sans doute très longtemps. Qu'est-ce qui fait ça? Ce qui fait ça, c'est qu'en fait, en 3, je communique via UDP, alors qu'avant c'était du 1 et du 2. Comment je sais que je peux en faire avec un serveur? Je vais être obligé, la première fois que je vais parler au serveur, de lui parler en HTTP 1, et il va m'envoyer oui, je t'entends, très bien. Et au passage, il va me glisser un petit header avec le Holo Protocol, et me dire, en fait, si tu veux faire du HTTP 3, c'est possible, mais tu reviens en UDP. Du coup, on arrête tout ce qu'on fait, et on relance tout via UDP. Mais ça veut dire que finalement, tant que tout le monde n'est pas passé dessus, on est obligé de garder le HTTP 1.1. Enfin, on est obligé de garder HTTP dans les versions 1 et 2. Bon, ok. Le 2, de toute façon, on le garde parce qu'il y a beaucoup de gains de perf. Pour le 3, une autre conclusion, je parlais des gains de perf. En vrai, ça dépend. C'est une conclusion qu'on voit plus côté Cloudflare et tout ce qui est cloud provider. C'est que globalement c'est bien, mais ça dépend du réseau où vous êtes et de ce que vous faites. Les gains de perf, c'est effectivement si vous avez un réseau un peu instable et que vous perdez des paquets, c'est chouette. Mais dans le vrai monde de la vérité véritable, ça arrive pas si souvent. Il n'y en a pas tant que ça en fait. On arrive sur des réseaux mondiaux qui sont quand même plutôt stables. Donc, bon, est-ce que c'est vraiment l'intérêt? Mais même dans les cas où tout se passe bien, on a quand même des gains de perf avec HTTP3, ce qui est chouette. Mais même si c'est de l'ordre de 8-15% d'après YouTube sur certaines parties, que ce soit la partie listée ou la partie streaming, en fait, en tant qu'utilisateur, pour ceux qui ont récupéré récemment la fibre ou autre, en fait, 8-15%, ça va déjà très vite à ça va très vite, mais 8% plus vite, moi je le vois pas. Normalement, les seules différences que vous verrez, c'est juste en changeant de type de connexion. Donc, un point de vue utilisateur, ça se voit pas des masses. Point de vue hébergeur, c'est incroyable, parce que forcément, il y a beaucoup moins de trafic. Et ça, c'est chouette. Qu'est-ce que j'ai dans mes notes? Comment on en fait? Qu'est-ce qu'on fait d'ailleurs? Qu'est-ce qui fait du HTTP3? Qu'est-ce qui fait les libs? Aujourd'hui, pour mettre en place tout ça, ça a été principalement poussé par Cloudflare et Google. Ça commence à être suivi à droite et à gauche. Notamment Google, si vous allez sur YouTube ou tous leurs services, c'est full HTTP3. Donc ça c'est facile, vous regardez juste tous vos trucs dans le réseau, toutes vos requêtes dans le réseau, et vous voyez ça. On parlait de noms sympas. Il se trouve que Cloudflare, ils ont fait une petite implémentation de Quick full Rust, et ils l'ont appelé Quiche, ce qui est très sympa de leur part, d'avoir un petit nom français en plus. Et j'ai réussi à mettre mon logo Rust dans ma presse. HTTP. Ok, donc si vous voulez lire du code source, il y en a à droite à gauche, il y en a en C, en C++, en Go, selon vos préférences. Mais comment moi j'en mets en place? En vrai, si vous faites du Spring Boot 3, ça va être côté Spring Boot et les serveurs qui vous mettez à disposition, ça va déjà être dispo. Si vous faites du .NET, comment est-ce que vous en mettez? Vous vous assurez d'être au moins en .NET 7 et vous avez moyen d'activer ça pour faire du HTTP3. Après, il va falloir faire des benchmarks pour voir si ça sert vraiment, mais l'un des intérêts, ça pourrait être effectivement au moins d'avoir une première page qui s'affiche plus vite pour vos utilisateurs. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais c'était l'un des intérêts pour Google aussi. Et pourquoi est-ce qu'ils ont été aussi moteurs à faire ça? C'est que pour le moment, c'est aussi un peu leur marque de fabrique. Google, notre site, c'est la page web au monde qui s'affiche le plus vite. Et du coup, pour ça, une fois qu'on est premier, c'est bien, mais on essaie d'être encore plus rapide, et c'était un peu ce qui les motivait aussi à ça. Le fait qu'ils aient une grosse partie de la bande passante qui passe par chez eux, ça les intéresse aussi de réduire un peu ça, mais ça, c'est autre chose. On a vu quelques trucs, il reste encore beaucoup de choses à voir, qui mériteraient un talk en entier, notamment la partie sécurisation. De ce qu'on lit, c'est quand même censé être mieux géré en HTTP3 et avec Quick. Mais après, comment ça se passe? On a aussi beaucoup plus de vulnérabilités qui sont
que spécifique au fait d'être passé sur UDP. Et avec Quick, on a encore d'autres cibles d'attaque, notamment le Quick Flood, qui est juste une forme de DDoS. La problématique qu'on a vue, c'est que y a une grosse partie qui est chiffrée dans les métadatas. La problématique, c'est que un attaquant, il peut juste balancer énormément de requêtes chiffrées, mais en fait, le serveur, il va être obligé de les déchiffrer pour voir si oui ou non c'est cohérent. Il n'y a pas de sequence number, là où en TCP c'était visible, et on pouvait dire, là franchement, ok, il a repris l'adresse d'un client que je connais, le sequence number, il a rien à voir. Il faudrait réussir à se mettre au bon endroit, ça j'ai déjà vu passer, ça non. Et en UDP, du coup, on a pas mal de problématiques comme ça. Autre chose, c'était dans la conf de chez Nginx, il parlait du fait qu'en entreprise, on a des fois des firewalls un peu énervés, et le fait de voir des nouvelles connexions sur UDP, sur des ports un peu random, il y a quelques firewalls qui vont mettre des petits taquets, et ça basculera automatiquement en HTTP2, mais pour le moment, il y a des petites choses à voir. Mais normalement, c'est OK. J'ai un peu tracé, mais il me reste du temps. J'ai pas fini, mais on va se faire un petit résumé des épisodes précédents. Il y a quelques trucs à retenir principalement. Qu'est-ce qu'on a vu, en vrai, qu'est-ce qu'on a vu? Ce qu'on a vu, c'est qu'en HTTP 1.0, on n'avait qu'une connexion TCP, pas de multiplexing. C'est lent, c'est très très long. En un point, on se dit, OK, j'en mets plusieurs. On va les batcher 6 par 6, ce sera très bien. Mais on n'a pas de multiplexing. Donc on attend 6 fois en parallèle, on attend quand même beaucoup. En 2, on se dit, OK, on va avoir 6, c'est un bordel. En plus, sur le réseau global, tout le monde a de plus en plus de connexions en parallèle, surtout qu'il y a des serveurs qui font du multi-origin, du coup, finalement, sur un seul serveur, on se met à multiplier, on a du 4, 5, 6 fois des connexions, donc fois 6 TCP connection, ça commence à faire beaucoup. Donc là, ce qu'on fait, on n'en refait plus qu'une. Par contre, maintenant qu'on a changé le format, et qu'on a un petit format binaire qui se lit facilement, où on peut découper frame par frame, et beaucoup plus rapidement, on peut en plus le multiplexer. Incroyable. Par contre, on est toujours sur TCP, et dès qu'on perd un paquet, on s'arrête tout. Donc tous nos streams, même si on fait du multistream, et qu'on multiplexe tout, en fait, le moindre paquet, ça impacte tout le monde. C'est un peu embêtant. Ça, je l'ai dit. Et donc UDP, ça nous permet d'avoir, vu qu'il y a moins de règles, ça nous permet de créer notre propre truc. Enfin, quand je dis nous, c'était Google, bien sûr. Ça permet de faire nos propres règles et de tout réimplémenter à la main. Très chouette. Donc on a plusieurs streams de données. La perte de paquets, ça ne va pas affecter les autres streams, ni les autres ressources du même stream. Et du coup, là, on est très content, puisque tout se passe bien. Après, comme je disais, niveau gain de perf, ça ne va pas vous impacter en tant qu'utilisateur directement. Par contre, sur vos sites web, si vous voulez, c'est de faire en sorte que la première fois, ça s'affiche plus rapidement, ça peut être une bonne chose. À chaque fois, c'est plus rapide de retourner sur ces sites-là. Point de vue implem, on en parlait un petit peu, si vous étiez là hier après-midi sur la conf sur HTTP et comment muscler votre jeu. Il parlait du fait que sur gRPC, c'était pas disponible encore. Effectivement, le problème de ça, c'est que il y a plein de protocoles qu'il va falloir un peu réimplémenter, puisque en dessous, les couches sont un peu différentes. D'ailleurs, on parlait de sécurité. J'ai oublié un truc, c'est que au moment de la conf Cloudflare, il parlait aussi du fait que dans la mesure où il fallait réimplémenter HTTP3, il fallait réimplémenter aussi beaucoup d'outils qui servaient à ça. Et il se trouve que tous les outils d'attaque, il y en a aussi beaucoup qui étaient un peu dans le rouge et qui ne fonctionnaient plus trop. Ça va durer que un temps, mais du coup, ce qu'on voyait, c'est que, ok, on a 30% du trafic qui est sur HTTP3. Par contre, j'aurais pu mettre le graphique, mais le pourcentage d'attaque sur les sites, il est beaucoup plus faible sur les sites qui sont sur HTTP3. Ça, c'est juste le temps de se mettre à jour. Je pense que depuis un an, on va sans doute plus avoir cet effet-là, mais c'est un truc sur lequel ils insistaient et je trouvais ça intéressant. Et normalement, j'ai fait le tour. J'espère que vous aurez appris des trucs et que vous aurez envie de creuser plus parce qu'il y a beaucoup à creuser. Et donc, merci à tous pour votre attention, c'était chouette. Et du coup, on a un peu de temps pour des questions avant qu'on aille tous en pause café. Je vous influence pas, mais vous êtes les bienvenus pour les questions. J'arrive. Juste un chiffre que j'ai pas mis à jour.
Merci pour la présentation. Sur un des derniers slides, où vous affichiez le comparatif entre HTTP2 et HTTP3. On voyait que HTTP2 était par-dessus TCP et HTTP3 par-dessus QUIC, par-dessus UDP. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a d'autres protocoles qui envisagent d'utiliser QUIC directement et non pas se baser sur HTTP3 ? Vous avez parlé de gRPC qui est basé sur HTTP. Est-ce qu'il y a des protocoles qui envisagent de pas passer par la couche HTTP3, mais de passer directement sur QUIC ? C'est une très bonne question. Je suis désolé, j'ai pas creusé. Mais je pense que oui, ça va se faire, parce que en fait, la partie HTTP va apporter moins de choses. Effectivement, sur cette slide-là, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui vont sans doute moins servir. Et donc, on verra, mais il y a potentiellement effectivement des protocoles qui pourraient se passer d'HTTP. On parlait aussi rapidement de WebSocket hier, qui peut passer au-dessus d'HTTP, qui fait principalement du TCP. Il y a potentiellement aussi des discussions pour essayer de changer ça. Potentiellement avoir peut-être un flux TCP juste pour garder la connexion ouverte et continuer les échanges directement via UDP, enfin via QUIC. Bon, après, le temps d'implémenter, ce sera un peu long, mais oui, en tout cas, c'est quelque chose qui pourrait se faire et qui serait sans doute très intéressant. Ouais. Merci. Je t'en prie. Ah. Oh non, c'est pas droit. Merci pour la conf. Je me pose la question de potentiels inconvénients à passer sur HTTP3. Si je peux le faire et que ça me semble m'apporter pas vraiment de gain de perf, mais pas non plus de perte, est-ce que j'ai intérêt à le faire pour essayer d'amener le plus vite possible la totalité d'Internet sur HTTP3, ou est-ce qu'il y a potentiellement des risques que je dois creuser avant ? La seule chose que je creuserais, c'est de faire un benchmark pour être sûr, en testant. J'ai pas vu de point négatif à passer sur HTTP3. Après, il y a une vraie question, puisque on a YouTube qui est passé entièrement en 3, mais à côté de ça, Amazon qui sont quasiment que en 3, mais ils ont quand même une partie des flux qui restent en 2. Je pense que c'est sur ce qu'ils vont chercher à côté. Mais après, dans les grands sites, on a quand même Netflix qui a pas fait le move encore. Ils sont toujours en 2. Et là, du coup, j'ai commencé à chercher. Je suis un peu curieux de pourquoi eux l'ont pas fait, parce qu'ils ont quand même énormément de trafic aussi. Mais j'ai pas d'infos dessus. Mais je suis curieux de pourquoi ils sont pas passés. Et en tout cas, sur le papier, je vois pas d'inconvénient à passer dessus. À part le fait peut-être en entreprise, effectivement, des ports UDP bloqués ou autres, mais sinon je vois pas. La partie UDP, normalement, ça va pas poser de problème. D'ailleurs, il y a aussi elwork.com qui est toujours en HTTP2, si jamais vous voulez. Et ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie pour votre... Ouf, pile poil là. Je vous remercie pas. Merci. Avec plaisir. Maintenant qu'on est en UDP, comment on sait que le client est toujours là ou plus là ? C'est QUIC qui gère ça ou... C'est dans la partie QUIC aussi, ouais, on gère ça. Qui est... Normalement, c'est le Connection Oriented. C'est QUIC qui va s'occuper de continuer à voir si on est toujours actif ou pas. Typiquement via... Je sais pas exactement comment c'est fait en dessous, mais en gros, c'est pareil. Il reprend les trucs existants. Si ça fait tant de temps qu'on n'a rien, on va se dire, bon, soit on ping pour voir si la personne est toujours là, soit on coupe la connexion. Après, il y a plusieurs façons de faire, ça va être paramétrable, mais ce serait voir dans les différentes implémentations ce qu'il y a. Mais oui, en tout cas, c'est QUIC qui va gérer tout ça, ouais. Ok, merci. Je t'en prie. Courage. Est-ce que l'arrivée de QUIC signe bientôt la dépréciation du protocole TCP ? Ou est-ce que il y aura des situations dans lesquelles le TCP sera toujours plus pertinent que cette technologie QUIC dans le futur ? Je pense pas que TCP vienne à être déprécié. Déjà parce qu'on aura toujours besoin d'HTTP 1 ou 2. De toute façon, tu as beaucoup de serveurs qui vont sans doute jamais migrer. Et c'est un peu ça restera toujours le défaut. Enfin le protocole par défaut pour communiquer. Ça apporte beaucoup de choses très facilement. Là où QUIC, il y a beaucoup de choses à réimplémenter quand même. Et c'est un peu, pas réinventer la roue, mais je pense qu'il y aurait beaucoup de temps à passer avant que vraiment il y ait assez de librairies pour faire absolument la même chose.
J'évoquais le fait que potentiellement WebSocket pourrait essayer de passer dessus, mais j'y crois pas trop, en vrai. Je pense que ça prendrait beaucoup de temps et beaucoup d'efforts, et pour le moment, tous ces outils-là, ça va prendre un peu de temps, je pense. Mais j'ai dit potentiellement, mais j'y crois pas. Je vais pas dire ça. Donc, à mon avis, non, ça ne sera pas déprécié. Top. Et ben, s'il n'y a plus de questions, dans ce cas, je vous remercie de votre attention et puis on peut aller prendre un petit café. Merci à tous.